Bonjour et bienvenue sur ce premier podcast du média Les Bons Clics, consacré à la prévention et la lutte contre les arnaques en ligne. Hameçonnage ou phishing, piratage de comptes et usurpation d'identité, chantage à la webcam, arnaques à l'investissement, aux faux supports techniques, aux sentiments, au CPF, les exemples d'arnaques en ligne sont nombreux. Mais comment évoluent-elles ? Quels sont les recours à disposition des victimes d'arnaques et comment les acteurs de l'inclusion numérique peuvent s'emparer de ce sujet ? C'est au travers des témoignages de victimes et d'experts que nous essaierons de répondre à ces questions. Mais avant tout, quelques éléments de contexte. Le fraudeur contacte sa cible directement en se faisant passer pour sa banque au moyen du spoofing. C'est une technique qui permet une première levée de vigilance puisque c'est le numéro de la banque qui s'affiche. C'est un mail qu'on a tous reçu un jour ou l'autre, qui se présente comme une convocation en gendarmerie ou dans un service de police. L'arnaque à l'offre d'emploi fait partie des nombreux signalements reçus par l'association France Victimes. Le montant total du préjudice entre les comptes de ma femme et les miens se sont élevés ce jour-là à 14 861 €. L'utilisation croissante des outils numériques et d'Internet est devenue une aubaine pour les arnaqueurs. Comme le soulignait en 2021 un cahier de recherche du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, la progression des escroqueries en ligne suit la numérisation de la société. Les fraudeurs reportent leurs agissements en ligne. L'INSEE établit ainsi qu'en 2018, plus de la moitié des arnaques ont eu lieu via Internet et un cinquième par téléphone. Parmi les 1,2 million de personnes arnaquées cette année-là en France métropolitaine, on dénombre donc, dans l'Hexagone, au moins 864 000 victimes d'escroqueries en ligne et téléphoniques, c'est-à-dire près de 2% des personnes âgées de 14 ans ou plus. Si la proportion de personnes ayant été arnaquées par ces biais est relativement faible, l'exposition à des tentatives d'arnaque est, elle, beaucoup plus répandue. Un rapport de l'INSEE estime en effet que, sur la période 2018-2019, 49,5% des Françaises et des Français auraient reçu au moins un email ou un appel frauduleux. Autrement dit, près de la moitié de la population française aurait été exposée directement à au moins une cybermenace en 24 mois, et ce, avant les vagues de confinement liées à la pandémie. La première semaine du confinement en 2020, la première semaine. Laurent Verdier, directeur formation, pédagogie et sensibilisation à cybermalveillance.gouv. Ce sont plus de 400% d'augmentation de recherche d'assistance sur la plateforme que nous avons enregistrée. Deux choses. Ça veut dire que les attaquants sont ultra réactifs. Ils n'ont pas attendu 15 jours ou 3 semaines avant d'entamer des campagnes d'hameçonnage alors que tout le monde était confiné. Et deux, c'est qu'ils ont une imagination sans limite. Le dispositif cybermalveillance.gouv.fr a été inauguré en 2017. C'est le fruit du groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance qui regroupe les pouvoirs publics, les représentants des prestataires informatiques, la sphère civile de l'Internet, avec des associations de défense des consommateurs ou des associations de victimes, et enfin la sphère économique avec des offreurs de services et de solutions. Cybermalveillance.gouv.fr a 3 missions. Assister, informer et observer. Concrètement parlant, l'assistance elle est matérialisée par un parcours intégralement en ligne que vous pouvez venir faire quand vous êtes victime d'une cybermalveillance. Deuxième mission, information, sensibilisation. Donc ça, je pense que c'est un petit peu ce que l'écosystème des acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique connaissent peut-être le mieux. Ce sont nos articles sur l'actualité des menaces, que faire si jamais vous êtes attaqué. Et enfin, troisième mission, observer la menace pour consolider ces éléments et les remonter à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. En fait, nous, on prend en compte, et c'est ça qui fait notre valeur, on prend en compte l'observation de la menace directement à partir des parcours d'assistance. Donc, si vous me passez l'expression, on a un petit peu les doigts dans la prise par rapport à ce qui se passe réellement aujourd'hui au niveau du web. Pour les particuliers, la première menace, et c'est pas un scoop, j'en suis désolé, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage est un SMS ou un email frauduleux dans lequel l'arnaqueur se fait passer pour un tiers de confiance pour inciter sa cible à communiquer des données personnelles et ou bancaires. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment aujourd'hui un outil qui est passé d'une attaque qui était une méthode en tant que telle à une porte d'entrée pour d'autres cybermalveillances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut adresser à quelqu'un un message d'hameçonnage pour lui faire télécharger un ransomware. Et après, on parlera de ransomware. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment devenu une méthodologie, un couteau suisse des cybermalveillances. Et on est face à des équipes qui se sont énormément perfectionnées en termes de charte graphique, de forme. On est loin des premiers
les premiers messages d'hameçonnage il y a une dizaine d'années où il y avait une faute d'orthographe par mot. La deuxième menace, c'est le piratage de comptes en ligne, qui cible essentiellement les boîtes de messagerie, bien sûr, réseaux sociaux également, comptes bancaires en ligne. Ça, aujourd'hui, le but des pirates, c'est d'obtenir votre mot de passe ou de le deviner et d'accéder à ces comptes dont l'utilisation a explosé. Et troisième menace, toujours pour 2021, ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Alors ça date pas d'hier, hein, le faux support technique, ça date de 2019, on a connu un pic en 2019, mais elle perdure. C'est un petit peu comme les arnaques à la romance, les arnaques sentimentales, c'est des choses qui restent, qui perdurent, qui s'adaptent, et en plus qui ciblent pour le coup des personnes particulièrement vulnérables en termes de culture informatique, et ça occasionne des préjudices assez de plus en plus significatifs. Ces personnes-là, malheureusement, n'ont pas assez de connaissances, de background par rapport à ce qui se fait, à ce qui ne se fait pas sur Internet, pour pouvoir se dire non, Microsoft ne mettra jamais en place une hotline pour me dépanner gratuitement. Des victimes d'arnaque au faux support technique, Philippe Devalet en a rencontré. Anciennement technicien informatique, ce conseiller numérique France Service, recruté par Famille Rurale en septembre 2021, travaille dans le tiers-lieu Pixine, à Poitéron, dans les Ardennes. Chaque mardi et chaque vendredi, il accompagne les seniors durant 2h30 pour les former à l'utilisation des outils numériques. Si vous voulez, aujourd'hui, ils sont dans un monde numérique qu'ils ne connaissent pas. Hein, donc, voilà, ils ne connaissent pas ce principe, pourquoi ils reçoivent des messages, pourquoi j'ai reçu un SMS pour aller chercher un colis, j'ai rien commandé. Vous voyez, il y a ce côté innocent qu'ils ont, et que nous, on leur apporte, en fin de compte, pour leur apporter une réalité numérique, aujourd'hui, des pièges qu'on rencontre, et à travers ces cours, les rassurer et leur apprendre surtout à comment réagir dans des situations comme ça. L'hameçonnage, oui, la fraude aux fausses réparations informatiques, j'en ai eu, mais le CPF, le compte personnel de formation, mais comme ils sont retraités, donc quelque part, vous voyez, ils peuvent pas faire grand-chose. Hein. La fraude au paiement en ligne aussi, parce que il y en a beaucoup, vous voyez, qui viennent vous voir, ils ont quelque chose à commander et puis ils attendent le cours. Est-ce que je peux faire ça avec vous après le cours? Voilà, ils restent et puis avec eux, je fais la démarche. S'il existe ainsi de nombreuses arnaques différentes, Laurent Verdier rappelle qu'elles font souvent appel aux mêmes ressorts psychologiques. L'aspect anxiogène, le temps court, le stress fait partie, j'ai envie de dire dans 95% des cas aujourd'hui, de ce qu'on vont utiliser les attaquants pour faire sortir la personne de ses rails réactionnels normaux, si vous voulez. C'est par exemple le cas pour Aurore, une conseillère bancaire qui, à son retour de congé l'été dernier, a été victime d'une arnaque au conseiller bancaire. J'étais en congé l'été dernier, je suis rentrée de vacances le 3 août, très précisément. La veille de mon retour de vacances, j'ai reçu un SMS me disant que j'avais une suspicion de fraude à ma carte. Donc je suis arrivée le matin, 9h moins le quart, je commence ma journée comme tous les jours par mon petit café. En fait, je redescends dans mon bureau, à 9h, mon téléphone portable sonne. Et donc une personne m'a contactée en me disant que j'étais victime a priori d'une tentative de fraude. Et donc il voulait que je me connecte sur mon application pour valider des demandes de remboursement, pour annuler les tentatives qui ont été faites. Et en fait, la première opération qui m'a fait valider, c'était un montant d'1 €. Donc je suis allée voir sur l'informatique, j'ai cru voir qu'il y avait annulation demandée. Donc sur le coup, ça m'a mis en confiance. Et il m'a fait valider comme ça 4 opérations. Et j'en ai eu pour un total de 1 875 €. Et donc au bout d'une demi-heure, ça a coupé net. Il m'a raccroché au nez, donc je pense qu'il avait fini de m'arnaquer. Voilà. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'après je continuais de recevoir des SMS me disant que j'avais des opérations à valider. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc là, j'ai fait un mail à mon service carte pour expliquer l'histoire. Ils m'ont dit, je pense que vous avez été victime d'une fraude. Voilà, donc j'ai voulu faire marcher l'assurance, puisque normalement les banques remboursent tout ce qui est fraude. Sauf que moi, j'ai validé bêtement les opérations sur mon application. Donc là, dans ce cadre-là, ça ne fonctionne pas, puisque c'est moi qui ai validé. Donc ce que nous avons noté, nous, au niveau des parcours d'assistance victime de cybermalveillance que vous pouvez faire, c'est qu'effectivement, les attaquants semblent avoir adapté leur méthode d'attaque à ces nouvelles contraintes techniques en termes de sécurité. En gros,
Ils vont tout faire, ils vont tout mettre en œuvre pour obtenir de la victime, à son corps défendant bien sûr, ce fameux code unique qui lui est envoyé par sa banque, de manière à pouvoir réaliser l'opération financière. Ils vont la contacter, lui envoyer des messages, lui envoyer un SMS, lui faire remplir un formulaire, ou l'appeler en se faisant passer pour un conseiller financier de sa propre banque, parce qu'il y a un problème sur le compte, c'est urgent. Et on revient sur la notion d'urgence et d'anxiété. C'est urgent, il y a un virement, ou il y a quelque chose qui s'est fait, il y a un paiement, il faut à tout prix bloquer immédiatement. Mais pour cela, j'ai besoin du code que vous allez recevoir sous peu pour débloquer la situation. Le sentiment d'urgence peut d'ailleurs ne pas être créé par les arnaqueurs. Il peut venir de causes externes, comme par exemple pour la recherche d'un logement à Paris. Des personnes mal intentionnées peuvent alors profiter de l'occasion et tenter de dérober des documents d'identité. C'est ce qui est arrivé à Antoine, médecin en Nouvelle-Aquitaine. Le moment où j'ai déposé ma plainte, c'était en 2019, en juillet 2019. Mais l'histoire a commencé avant. Je recevais un document qui disait vous n'avez pas remboursé le truc de votre emprunt, vous êtes en retard sur le remboursement, vous n'avez rien versé. Bon, je n'ai fait aucun emprunt, donc j'en parle à mon épouse et on regarde ça, on dit mais c'est une arnaque, enfin certainement c'est un truc. Alors, poubelle. J'ai reçu comme ça un certain nombre de courriers jusqu'au jour où je reçois un courrier d'huissier me disant écoutez, si vous ne réglez pas les 15 000 € que vous avez empruntés, nous allons entamer une procédure avec un truc en justice. Donc là, je me suis dit tiens, il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. Et donc j'appelle l'huissier qui me dit oui, vous avez fait un emprunt, 15 000 € il y a plusieurs années, et donc vous n'avez rien payé encore, aucune des traites. Alors, je dis écoutez, moi j'ai rien emprunté de la sorte. Je lui explique que moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Elle m'a dit écoutez, portez plainte auprès du commissariat, et après on verra si on donne suite ou si on donne pas suite. Donc je suis allé porter plainte au commissariat, et à ce moment-là, ils m'ont donné plus d'informations. Notamment qu'ils avaient des tas de documents concernant. Que donc il y avait une usurpation d'identité qui avait fait un emprunt d'un montant de 15 000 € en ligne, c'est-à-dire sans se rendre physiquement à la banque, et qui avait fourni toute une série de documents me concernant, du type déclaration fiscale, papier d'identité, des photocopies bien entendu. Et donc là, je suis revenu vers le cabinet d'huissier pour savoir si la plainte allait continuer ou non. Et donc, j'ai pu les convaincre sur les arguments de mon statut, de mon passé bancaire, si je puis dire, et du fait qu'il y avait quelques imprécisions dans les données qui avaient été fournies, et que donc je n'avais jamais pu toucher cet argent. Au final, pour expliquer tout ça, et notamment le fait qu'ils aient pu produire des documents tels que mes papiers d'identité, des déclarations fiscales, etc., c'est vraisemblablement des papiers que j'avais fournis à mes filles qui cherchaient un appartement à Paris. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui puisse se porter caution, il faut qu'il donne les déclarations, toute une série de documents. Et je crois qu'à l'époque, mes filles avaient commis l'erreur de ne pas seulement les remettre à une ou deux agences, mais de disperser un petit peu ça. Quand le coup est parti et que les choses sont faites... Capitaine Sébastien Possémé, chef de la brigade numérique de la gendarmerie. C'est beaucoup d'orientation, d'accompagnement, parce qu'il y a un long chemin, au-delà de la plainte, il y a un long chemin qui va être le chemin administratif de la victime. Mais on est là pour l'aider, en tout cas. Ce on, c'est la brigade numérique. Une unité de la gendarmerie basée à Rennes que le capitaine Sébastien Possémé commande depuis août 2020. Donc c'est tout simplement la première brigade qui a été, en tout cas la première unité d'échange en ligne qui a été créée en France, dont la couverture territoriale est le cyberespace. La brigade numérique a deux grandes missions. La première, c'est de s'assurer du bon fonctionnement de la plateforme Ma Gendarmerie, qui permet à tout internaute d'échanger en ligne avec la gendarmerie, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième mission de la brigade numérique est de permettre une parfaite prise en compte des victimes de violences conjugales, sexuelles et sexistes qui ont recours à la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Dans le cadre du chat Ma Gendarmerie,
L'objectif principal de la brigade est de renseigner, de prévenir, d'orienter et d'assister toute personne qui ferait appel à eux. L'accès se fait via la page de la gendarmerie nationale, la page grand public. Vous avez ma gendarmerie qui y est intitulée, tout comme une bulle de chat qui se trouve en bas à droite. Et vous avez aujourd'hui l'application Ma Sécurité qui a été mise sur les stores précisément il y a peu de temps, qui est en réalité un véritable outil de sécurité aujourd'hui qui garantit à tout le monde de pouvoir entrer en contact avec nous. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons traité ainsi plus de 660 000 sollicitations d'usagers. On a une autre partie qui tient plutôt globalement des campagnes de phishing ou de hameçonnage. Donc là, on est carrément, on est clairement touché par des victimes, et ça depuis maintenant un an et demi. Les choses d'ailleurs se sont aggravées pendant la période de la crise sanitaire. On a été notamment particulièrement sollicité par toutes ces campagnes de phishing et de hameçonnage à la fausse convocation en justice pour des faits de pédopornographie. Et ça, c'était en fait ça a été vraiment un effet de masse. Alors moi, je suis directement concerné. Alors moi, je rappelle un peu ce que c'est parce que c'est important de le souligner. Donc c'est un malfaiteur qui va diffuser massivement, en se procurant les adresses mail, parfois sur le dark, massivement des faux mails, évidemment, qui ne sont pas toujours identifiables. Enfin, pour celui qui n'est pas averti, qui ne sont pas forcément toujours identifiables au départ, où on met tout de suite un peu la peur et la pression au lecteur, puisqu'on lui dit qu'il est convoqué en justice avec une convocation qui est plutôt pas mal réalisée. Alors l'action, c'est quoi? Elle vise à faire peur et à ce que celui qui reçoit le mail vienne de nouveau au contact du malfaiteur. Et là, il va y avoir un chantage qui va se nouer et c'est bien souvent que l'escroquerie marche parce que des gens payent. J'aurais envie de dire tout de suite, quand ça arrive, le réflexe, c'est je ne panique pas. Voilà. Je ne réponds pas à l'interlocuteur. J'observe en tout cas le mail et je vois de toute façon que l'expéditeur n'a pas une adresse officielle puisque c'est pas @gendarmerie.intérieur.gouv.fr mais c'est un @gmail. Alors je suis bien placé pour en parler puisque moi-même j'ai reçu une convocation dans ma boîte personnelle et la convocation était signée de moi-même puisque mon identité est usurpée. Donc voilà, j'étais convoqué à l'époque par le lieutenant Sébastien Possemet, que je connaissais bien, donc ça tombait bien, j'ai pu lui demander s'il me convoquait réellement. C'était un petit peu le côté cocasse de la situation, mais c'est juste pour dire qu'il faut être vigilant. Et c'est le phénomène qui, alors on ne veut pas dire nous occupe le plus, mais en tout cas pour lesquels nous avons été le plus sollicités. On peut avoir aussi des problématiques de chantage à la webcam, parce que ça c'est assez récurrent aussi, ça touche tout le monde, on le sait. Alors sans pour autant réclamer de l'argent, parfois c'est aussi des choses qui sont traumatisantes pour nos enfants, parce qu'on a de nombreuses personnes, de nombreux mineurs qui nous sollicitent aussi parfois, qui se sont malheureusement exhibés devant une webcam, et se retrouve avec du harcèlement, du cyberharcèlement, puisque cette vidéo est diffusée massivement, soit au sein de l'établissement scolaire, à des camarades, etc. Alors, il faut avoir conscience que l'arnaque est constante, qu'elle est présente sur tout le maillage Internet, pas toute la toile. Pourquoi? Parce que vous pouvez autant vous faire arnaquer sur Le Bon Coin, parce que vous pouvez vous faire arnaquer sur les sites commerciaux, mais pas que. C'est-à-dire là aussi, vous pouvez aussi subir les choses par tout ce qui est messagerie. Dès l'instant que vous avez la possibilité d'avoir une interaction à part avec quelqu'un, vous pouvez sur Vinted, voilà. En fait, très clairement, vous ne devez jamais communiquer quelque chose qui concerne vos données personnelles, parce que vous n'avez jamais l'assurance de savoir qui est réellement en face. Ne pas savoir qui est en face de l'écran, d'autres en ont fait les frais. Florence, une institutrice de la Manche, l'a découvert à son insu. C'est pendant le premier confinement qu'elle a compris que son adresse avait été usurpée. Depuis, elle reçoit régulièrement, à son domicile,
Des personnes ayant acheté un bien sur Le Bon Coin, et plus tard sur la marketplace de Facebook, un bien qu'elle n'a cependant jamais mis en vente. Autrement dit, l'arnaqueur utilise son adresse pour poster des fausses annonces. Un jour, pendant le confinement, un monsieur est arrivé chez nous alors que personne ne circulait, donc j'étais un petit peu surprise. C'était un monsieur qui venait de, une trentaine de kilomètres pour acheter un Thermomix. Donc c'était la première fois où on a eu, on a compris qu'on s'était fait usurper notre adresse, quoi. Et puis on a eu, des gens qui venaient pour acheter des camions de pompiers, du matériel de bricolage. Et ça a duré 2 ans. Voilà. Mais sauf que une fois que ça a été bloqué, j'avais fait une main courante avant, hein, mais ça donnait rien du tout la main courante. Une fois que ça a été bloqué, on a été tranquille quelques mois et puis ça a recommencé. Et une fois, un monsieur est arrivé chez nous de Paris pour chercher du matériel technologique. Et en fait, c'était par Marketplace. Donc, Le Bon Coin, c'était terminé, ça a recommencé avec Marketplace. Marketplace, c'était au mois de mars-avril. Le lundi de Pâques, on a eu 10 personnes à peu près qui sont venues chez nous. Donc, il fallait qu'on s'est connecté, créé un compte Facebook, chose qu'on n'avait pas. Parce qu'on voulait absolument pas. Et mon mari, sur Marketplace, a trouvé les annonces et il les a éliminées. Dès qu'il l'envoyait, mais il y en avait plein. Hein. Un cas particulier qui ressemble à une impasse, mais selon Laurent Verdier, si l'espoir existe, il s'appelle Thésée. Thésée est une plateforme gouvernementale de signalement et de dépôt de plaintes pour les escroqueries en ligne. Sa particularité est de centraliser les signalements et les plaintes. Aussi, si toutes les victimes de fausses annonces qui se rendent au domicile de Florence remontaient l'escroquerie en ligne sur Thésée, peut-être que cela permettrait de remonter plus facilement à l'arnaqueur. Thésée n'est pas la seule plateforme de signalement en ligne. Côté gouvernement, la plateforme Perceval permet de signaler en ligne une fraude à la carte bancaire, à condition toutefois de disposer d'un compte France Connect. La plateforme Pharos permet quant à elle de signaler un contenu illicite sur Internet. Elle est accessible à l'adresse internet-signalement.gouv.fr. Dans un autre registre, l'association Signal Spam, fruit d'un partenariat public-privé, permet de signaler les courriels indésirables et transmet toutes les informations liées aux autorités publiques et ou à des enquêteurs. D'autres outils pourraient être ajoutés à cette liste, comme celui de l'entreprise France Vérif, qui permet gratuitement de connaître la fiabilité des sites d'e-commerce. À noter cependant, cybermalveillance.gouv.fr n'est pas une plateforme de signalement. Elle émet des recommandations et permet d'être mise en relation gratuitement avec des prestataires informatiques agréés. Ces outils sont autant de ressources mobilisables pour les acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique. Mais plus que des outils, il s'agit également d'un travail de posture. C'est par exemple ce qu'a noté Agathe Leballeur, conseillère numérique France Service au Copo Numérique. Alors, les Copo Numériques, c'est un tiers-lieu. Donc, c'est un lieu hybride qui mélange à la fois des espaces de coworking, un Fab Lab et donc un espace de fabrication numérique et aussi tout un tas d'ateliers autour du numérique, comme ceux que je pratique en tant que conseillère numérique. Recrutée en août 2021, cette ancienne formatrice France et langue étrangère est confrontée régulièrement aux craintes que suscitent les arnaques en ligne pour les personnes éloignées du numérique. Moi, quand j'ai commencé en tant que conseillère numérique, je m'attendais à trouver des personnes complètement insouciantes, on va dire, et de devoir en fait les sensibiliser aux dangers présents sur Internet. Et en fait, je me retrouve avec totalement l'inverse. Des gens qui sont vraiment paniqués parce qu'ils pensent voir du danger partout. Je suis plus souvent obligée de rassurer les personnes parce que, par exemple, aujourd'hui, avec les systèmes de double authentification, de mots de passe éphémères, etc., en fait, on a des personnes qui ne sont pas habituées et qui finalement ont peur de ça. Donc ils n'osent plus rien faire parce qu'ils reçoivent un SMS, ils se disent mais comment c'est possible, on m'envoie un SMS. C'est intéressant parce que finalement, en fait, toutes ces choses qui visent à protéger les utilisateurs, ça fonctionne à partir du moment où l'utilisateur il a une bonne compréhension de ce qu'il fait. Et donc, en amont, il faut se former, il faut essayer de comprendre comment ça marche. C'est un sujet que je traite assez souvent et que je traite pas forcément dans un atelier. Bien sûr, j'ai mis en place un atelier qui traite particulièrement de ce sujet-là, qui s'appelle « Comment éviter les fraudes et le piratage ». Mais en fait, ça revient finalement toujours un petit peu dans tous mes ateliers parce que
Je fais attention en fait à intégrer, on va dire, la protection des données, la cybersécurité dans tous les ateliers, quel que soit le niveau en fait. C'est un atelier qui c'est pas très long, ça dure 2 heures. L'idée c'est vraiment de donner les bonnes pratiques. Donc dans un premier temps, souvent je l'éclaire un petit peu sur les techniques utilisées par les pirates, parce que ça permet de comprendre vraiment pourquoi et surtout comment on peut se faire piéger. Il y a un peu une panique chez les gens et ils ont un peu l'impression qu'ils peuvent être la cible tout le temps en permanence. Et donc c'est bien aussi, ça les rassure finalement de savoir que voilà comment un pirate s'y prend en général. Et donc si on sait ça, on peut appliquer nous entre guillemets une bonne hygiène en matière de cybersécurité. Alors souvent ce que je fais, c'est que je mêle à la fois un peu de numérique dans mes ateliers et en même temps j'utilise des outils papier, des supports pédagogiques papier, parce que ça permet de souffler un petit peu pour des personnes qui sont pas toujours à l'aise avec le numérique. Par exemple, sur les mails frauduleux, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, j'ai toute une série d'exemples en fait que je mets à disposition des personnes dans mon atelier et puis ensemble en fait par eux-mêmes ils essayent de déjouer les pièges et comme ça ils se rendent compte en fait par eux-mêmes que c'est possible en regardant bien, en lisant bien, en regardant dans tous les détails, c'est possible d'identifier en fait un mail frauduleux et que on va pas se faire piéger forcément si facilement que ça. Bon, il y a le problème de la vignette critère, par exemple, des gens qui veulent acheter une vignette critère et qui ne savent pas sur quel site aller ou qui tombent sur des sites publicitaires ou qui leur vendent des vignettes à hors de prix ou qui leur envoient jamais la vignette d'ailleurs. J'ai beaucoup de gens qui reçoivent des SMS, des faux SMS de la sécurité sociale leur disant que leur carte vitale arrive à échéance. Donc, voilà, ce genre de choses, en fait, c'est des choses qu'on voit très souvent. Et finalement, c'est en faisant de la prévention au départ qu'on peut éviter ce genre de choses. Donc, et puis aussi en disant, moi là, les gens qui sont autour de moi, ils me disent oui, mais est-ce que je vais savoir finalement moi si je me retrouve confrontée à ce genre de mail, est-ce que je vais pouvoir moi toute seule identifier le problème dans ce mail? Et dans ce cas-là, je leur dis mais surtout n'hésitez pas si vous avez un doute. Faites-le accompagner. C'est déjà une première étape. Puis après, on passe à l'étape de mieux comprendre et de pouvoir le faire en autonomie. Prévenir et rassurer. Cette ligne pédagogique, on la retrouve également à Poitéron, dans les Ardennes, lors des ateliers de Philippe de Vallée. Je fais un cours théorique, vous voyez, je vous présente, donc j'ai un tableau interactif, je prends un cours sur les bons clics, comme je vous ai dit, vous, votre partie c'est la sécurité sur Internet, ordinateur et smartphone, et ensuite, on prend un cas concret, en l'occurrence, ils avaient des cas justement, moi dans ma boîte mail, donc voilà, on se penche sur une personne qui a eu, donc je leur apprends, un cas pratique. Si vous voulez. Moi j'ai trouvé cette technique-là qui fonctionne très bien, donc ils retiennent très bien. Et puis vous voyez c'est marrant parce que j'ai reçu ça, j'ai fait ce que vous m'aviez dit. Ah oui j'ai vu les adresses, j'ai survolé avec ma souris, j'ai bien vu que l'adresse. Vous voyez ils sont contents de vous dire que par rapport aux techniques que vous leur donnez, de vous dire qu'ils l'ont appliqué et qu'ils ont compris le message quoi. Donc le but c'est de ne pas leur faire peur surtout. Parce qu'après ils n'osent plus aller sur Internet. Il faut avoir une certaine dextérité, une certaine approche. Et avant de se quitter, nous souhaitions vous transmettre un dernier conseil de la part de Laurent Verdier. Moi je voudrais également rajouter quelque chose, alors plus à l'attention des populations qu'accompagnent les médiateurs qu'aux médiateurs proprement dit, je pense qu'ils leur disent, mais c'est important de le répéter. Quand on a un doute sur quelque chose qui se passe sur Internet, sur sa boîte de messagerie, etc., le pire c'est de rester seul. Quoi qu'il arrive, il faut en parler à des proches de confiance, à un accompagnant numérique. Il y a des lignes qui existent. Venir sur cybermalveillance pour être orienté, je dis n'importe quoi, vers le 3018 e-enfance, vers France Victime, vers des plateformes qui vont vous permettre d'être mis en relation avec un écoutant. Rester seul, dans son stress, dans son inquiétude, dans sa culpabilité, c'est ce qu'il y a de pire.
Voici donc la conclusion de ce premier podcast du média Les Bons Clics. Nous espérons qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou en le partageant à vos collègues ou à vos proches. Vous pouvez retrouver toutes les sources utilisées dans l'onglet Médias sur le site lesbonsclics.fr. Une dernière annonce tout de même. Ce jeudi 20 octobre à 11h, Les Bons Clics organisent une webconférence dédiée à la prévention et à la lutte contre les arnaques en ligne. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé grâce à un partenariat entre l'association WeTechCare et la Banque Postale, qui travaillent ensemble depuis 2017 pour accompagner toute personne qui le souhaite dans l'usage des services bancaires et financiers en ligne. Plus de 6000 personnes éloignées du numérique ont ainsi été accompagnées dans le cadre du plan d'inclusion bancaire de la Banque Postale. Et à date, ce sont également plus de 6200 aidants et médiateurs numériques qui ont rejoint la communauté Inclusion financière et numérique des Bons Clics. Pour vous informer et vous former sur le thème, rendez-vous sur lesbonsclics.fr. Au programme et gratuitement, modules pédagogiques, webinaires et articles. À bientôt!